Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. On retrouve Philippe Lorange. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, tu as assisté à un événement riche en idées hier. Oui, en fait, je l'ai organisé. Ah bon? Donc, c'est un événement, en fait, c'est une conférence débat à l'atelier librairie Le Livre Voyageur dans Villeray, donc la librairie de Bruno Lalonde. Et donc, c'était une conférence débat sur l'indépendance du Québec. Donc, est-ce que le Québec se dirige vers son indépendance? Donc, c'est une question que je me pose pratiquement tous les jours, si c'est pas toutes les heures. Mais donc, j'ai eu l'idée justement d'inviter Mathieu Bock-Côté, comme on sait, sociologue et chroniqueur ici à Cube, au Journal de Montréal, ainsi que Carl Leblanc. Donc, Carl Leblanc qui est cinéaste et écrivain. Donc, son dernier livre a paru chez Boréal l'an dernier, intitulé Rétroviseur. Il est aussi à l'origine des documentaires Le cœur d'Auschwitz ou le chemin du roi. Okay. Et donc, il y a aussi Nick Payne, qui était également chroniqueur ici à Cube Radio, animateur à Radio VM. Donc, j'ai invité les trois. Pourquoi? Parce que les trois ont une position sur l'indépendance, c'est-à-dire les trois sont en faveur de l'indépendance. Mais pour ce qui est de la question, est-ce que le Québec se dirige vers son indépendance? Ben là, ils ont des positions qui sont toutes différentes. Et donc, si je peux résumer le débat comme tel, donc pourquoi j'en parle? Parce que je pense que c'est important pour le débat public comme tel. Bien sûr. Et il n'y avait pas d'enregistrement, donc on va essayer de... un peu comme les jugements là, à la cour. Là. Je dirais qu'à la lumière de tous les indicateurs qu'on a actuellement, c'est une nécessité, l'indépendance. À la lumière de tout ce qu'on voit, là... Oui, les trois sont d'accord pour dire que c'est nécessaire. Après, on va dire que Mathieu Bock-Côté est plus optimiste depuis 2-3 ans qu'il affirme, alors que Carl Leblanc est plus pessimiste et Nick Payne un peu plus entre les deux, mais un peu plus pessimiste, mettons. Donc, comment je pourrais résumer ça? Alors, par exemple, Carl Leblanc, donc je disais cinéaste, écrivain, il pense qu'il n'y a pas une adhésion positive au projet d'indépendance. Donc, si on soutient, par exemple, le Parti québécois, le Bloc, l'indépendance, c'est surtout en réaction contre quelque chose. Donc, il n'y aurait pas une adhésion positive comme telle à l'indépendance. Il pense aussi qu'il y a une forme de dépolitisation des sociétés occidentales. Donc, c'est comme si la référence à la nation va beaucoup moins de soi. Aujourd'hui, on s'identifierait d'abord à une communauté, à ce qui est plus petit, ce qui est plus proche de nous. Donc, la référence à la nation, l'identité nationale, ce serait moins évident aujourd'hui. Donc, c'est ça. Carl Leblanc dirait qu'on vivrait dans une ère post-politique. Et c'est pour ça qu'il, par exemple, il dit qu'on parle beaucoup aujourd'hui de l'axe gauche-droite, alors que la priorité pour un francophone d'Amérique, selon lui, c'est l'indépendance ou non. C'est ça la vraie priorité, au lieu de redistribution ou moins de redistribution. Donc, c'est un peu sa position. Du côté de Nick Payne, il pense que les jeunes Québécois sont plus vraiment là, ils pensent pas vraiment à ces enjeux-là. D'ailleurs, on peut le constater dans les taux de participation aux élections, par aussi quand on regarde les statistiques pour les gens qui s'informent dans les médias, les jeunes s'informent moins. Donc la politique, justement, ça rebondit un peu sur la post-politique, les jeunes sont moins intéressés à ça. Donc c'est la position de Nick Payne. Il pense aussi, il parlait par exemple de la région de Québec, parce qu'il dit il faut que le Parti québécois, le mouvement indépendantiste, essaye de rejoindre les gens de Québec. Mathieu Bock-Côté en a aussi parlé. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont plus conservateurs, plus libertariens, de droite. Et pour eux, quand ils entendent indépendance, Parti québécois, ça veut dire plus d'État, plus de taxes, plus d'impôts, des politiques sociales socialistes, communistes. Une vision à la Pauline Marois, travailleuse sociale, première femme premier ministre. C'est ça. Donc, c'est comme si il y a beaucoup de gens à Québec, dans la capitale nationale, la Beauce, qui se disent le PQ puis l'indépendance, c'est rien qu'une bande de gauchistes et tout ça. Puis là, si on devient un pays, ça va être juste le communisme, puis on va être pauvre, ça va être Cuba. Donc, non, mais je caricature un peu. On salue les gens de Québec. Non, mais il y a bien des gens dans cette région-là qui ont des valeurs plus libertariennes, conservatrices. Écoute, c'est pas compliqué. Là. C'est quand même là que tu as à peu près 7 députés conservateurs sur les 10 qu'il y a au Québec, des conservateurs fédéraux. Là. Puis Maxime Bernier du Parti populaire talonne souvent. Il y a aussi Éric Duhem qui talonne dans des comtés. Donc, on voit que c'est une région qui est plus libertarienne. Et donc, le défi que parlait Nick Payne, c'est qu'il faut essayer de rejoindre ces gens-là. Parce qu'ils ils votent eux aussi. Là. C'est la même valeur de vote. Là. Donc, comment on peut faire pour essayer de donner une image moins gauchisante pour ces régions-là? Pour ces régions-là. C'est là que ça devient difficile. Il faut pas juste pour eux, mais pour tout le monde, en fait. En fait, moi je pense pas, personnellement. Mais effectivement, c'est ça qui est complexe. C'est d'aller chercher des gens de cette région-là en disant, mais le Québec indépendant sera ni à gauche ni à droite. Il sera indépendant. Mais au fil des moments de la politique, il y aura un gouvernement de gauche, un gouvernement de droite. C'est pas la question. T'sais. C'est ça, exactement. Donc, c'est ça. C'est un peu la position de Nick Payne. Donc, s'intéresser à la région de Québec. Puis en même temps, les jeunes, comment on peut réussir à les rejoindre alors qu'il y a une dépolitisation. Après, Mathieu Bock-Côté comme tel. Alors, lui, il pense qu'en ce moment, on a comme un alignement des étoiles, qu'il y a comme une conjoncture autour des enjeux identitaires. Donc là, je lui avais rappelé sa position qu'il dit depuis des années sur la loi 21, parce qu'il pense que la crise de la loi 21
va arriver en Cour suprême et que la Cour suprême du Canada va donc casser la loi 21 sur la laïcité et que ce jugement-là ferait en sorte que ça relancerait le grand débat sur l'indépendance. Bien sûr. Donc, c'est une position qu'il avait depuis des années. Je lui ai rappelé en tant qu'animateur et il m'a dit, je pense pas que c'est aussi central que je l'ai dit dans les dernières années. Pourquoi? Parce que là, il y a d'autres enjeux qui arrivent, comme l'anglicisation du Grand Montréal et du Québec, comme justement, tout l'enjeu migratoire, donc on reçoit beaucoup de vagues de migration qu'on n'arrive pas à bien intégrer parce qu'il arrive trop en grand nombre. Bien sûr. Et donc, il y a également l'effondrement linguistique. On remercie Ottawa pour cet acte manqué. Donc, il y a l'effondrement linguistique. Et là, s'ajoute à ça, la laïcité, le projet de la loi 21 est comme un ajout à ça qui pourrait, selon lui, accélérer l'histoire. Donc, selon lui, le jugement de la Cour suprême va, d'une manière ou d'une autre, essayer de casser au moins partiellement la loi 21. Et selon lui, ça va accélérer les choses. Mais même si c'était pas là, selon lui, la conjoncture est quand même là. Et ça se centre surtout sur les enjeux identitaires. Personnellement, j'ajouterais aussi la crise sociale. Donc, il n'y a pas juste l'identité, mais la crise sociale sur le logement. On en a souvent parlé, toi et moi, ici. Là. On sait très bien que la crise du logement, c'est notamment accentuée par l'immigration dirigée par le Canada. Donc, c'est géré par ça. Puis d'ailleurs, il y a d'autres enjeux que le Canada a mal géré. Par exemple, le système de paye Phoenix, crise des passeports, les frontières. Donc, il y a plein d'enjeux comme ça que le fédéral n'a pas... Ou nos contributions par nos impôts à la construction d'un pipeline qui a coûté 1 000 $ à chaque Canadienne. Chaque Canadien a payé 1 000 $ pour un deuxième tuyau pour fournir du pétrole extrait des sables bitumineux vers l'Asie. Je veux dire, c'est quand même pas rien. Juste au Québec, ça veut dire qu'on a payé par tête de pipe 9 millions, 8 millions de dollars. Mais c'est fou, hein, c'est ça. Ben, c'est ça. Puis... c'est même plus que ça, je pense. 8 milliards. Pardon, il manque 1 000. Je veux dire, 9 millions, c'est pas tant que ça, finalement, pour un État. Exact. Mais justement, je pense que, comme Parizeau disait, tout est bon dans le poulet. Autrement dit, dans l'indépendance, tout le monde s'y rejoint, finalement. Il y a justement des gens qui sont plus sensibles à l'écologie, qui vont dire, regardez, on finance avec notre argent des pipelines, le pétrole de l'Ouest, puis là, on veut plus de ça. Justement, si on devient indépendant, on a plus l'argent sera plus extorqué au Québec pour financer des projets à l'Ouest qui ne correspondent pas à nos valeurs plus écologistes, plus social-démocrates dans ces matières-là. Donc, après, si on revient sur le débat comme tel, Bocoté dit par exemple que la CAQ a montré l'échec de l'autonomisme. Pourquoi? Parce que quand François Legault est arrivé, il a dit « Je veux défendre le Québec dans le Canada, je suis autonomiste, je veux la nation forte dans le Canada ». Mais finalement, toutes les politiques qu'il a essayé de mettre en place, c'est-à-dire, il y en a qui fonctionnent, mais à chaque fois, on se bute devant un cul-de-sac. Donc, la loi 21 sur la laïcité va arriver en Cour suprême, risque de se faire casser. La loi 96 se fait contester. Donc, aussitôt, on voit que même si on veut être autonomiste, il y a toujours le Canada qui dit non, vous n'avez pas le droit, vous pouvez pas, on va financer la contestation, on va tout faire pour vous casser. Donc, le CAQ a montré l'échec de l'autonomisme. Absolument. Donc, c'est un beau rôle dans l'histoire. Ça veut dire que ça devient la logique. Comme moi, j'ai tout essayé pour donner une place particulière aux Québécois, aux Québécoises à l'intérieur d'un parti fédéral, puis ça marche pas. Ça marche pas parce qu'entre autres, les meilleurs alliés que devraient être les progressistes, ils comprennent pas la dimension de la laïcité. Pour eux, c'est comme, tu peux pas parler de ça, c'est comme t'es Donald Trump. Tu peux pas... Non, mais c'est parce que c'est pas pour des raisons racistes, c'est pas pour des raisons ségrégationnistes, c'est parce que pour nous, c'est fondamental, la laïcité. Mais la gauche canadienne-anglaise peut pas comprendre Non, c'est ça l'affaire. Là. Puis d'ailleurs, tu sais, justement, si on revient sur le débat comme tel, j'avais posé la question, est-ce que le Parti québécois, le Bloc, le mouvement indépendantiste est prêt à une prochaine campagne référendaire? Est-ce qu'ils sont... Parce que là, on sait très bien que le fédéral peut faire des tricheries. On espère bien, puis nous, on se dit, est-ce qu'on est encore dans l'angélisme, le lyrisme, au point où on va se dire, on va aller en campagne référendaire en n'ayant pas appris des leçons du passé. Et les trois intervenants sont quand même contents de la performance de Paul Saint-Pierre Plamondon. Ils pensent que c'est quand même un bon chef. On a dit que, par exemple, c'est quelqu'un qui ne joue pas selon les règles. Par exemple, que ce soit sur le serment au roi. Il y a quand même eu un gain en faisant quelque chose d'assez audacieux. Un gain immense, tant qu'à moi. Tant qu'à moi, Philippe, c'est un gain immense parce que il est allé chercher une conviction profonde chez les Québécois. Puis les Québécois, c'est comme, voyons donc, le roi, lâchez-moi. Puis ça a aidé. La reine est décédée. Ça a beaucoup aidé. Parce que la reine, moi-même, j'étais un peu attaché. Comme ma grand-mère pas fine, un peu bête. Puis, mais je l'aimais quand même. Tu sais, tu te sens coupable de ne pas aimer ta grand-mère. Ben ici, clairement, avec le roi Charles, on trouve ça grotesque. En plus, on y en veut à cause de Lady Di. Fait qu'on veut rien savoir. Fait que les Québécoises ont fait comme... C'est vrai que ça n'a pas de sens de prêter serment à cette affaire-là. Puis, fait que ça a beaucoup aidé. Parce que tout d'un coup, tu as un point commun avec un paquet
paquet de monde qui font comme, hey, c'est le premier à le dire. Il était temps en bateau. C'est ça. Puis en plus, ça faisait des décennies, il faut se rappeler, ça faisait des décennies qu'il y avait des députés indépendantistes qui n'étaient pas à l'aise de faire le serment, mais ils le faisaient quand même parce qu'il y avait une obligation. Là, il y a juste un député qui a dit, regarde, moi, je veux pas le faire. Fait que là, ça a créé comme une sorte de vide politique où on se dit, là, on va pas les laisser pas entrer quand même. Ils ont été élus par la population. Absolument. Un coup de maître. C'est un coup de maître. Non, mais c'est ça. C'est vraiment un coup d'audace. Ouais. Et ça fait concrètement avancer une nation, je crois. Oui. Et si Paul Saint-Pierre Plamondon a cette qualité-là, là, je pense qu'on peut aller loin, puis les intervenants étaient d'accord avec ça. Donc, il y avait ce point-là sur PSPP comme tel. Après, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Justement, on avait parlé des gens de Québec. Après, l'indépendance comme telle, les trois s'entendent pour dire là, c'est une question de survie pour la nation québécoise. Pourquoi? Oui. Parce que dans la Révolution tranquille, dans le sillage de cette révolution-là, on parlait d'indépendance on disait, tu sais, la chanson là, qui disait c'est le début des temps nouveaux. Oui. Donc, on voyait l'indépendance comme c'est Stéphane Venn, on le salue. C'est ça. Donc, c'est un événement messianique pour une nouvelle société. On est jeunes, c'était les boomers, on est jeunes, puis là, on fait une nouvelle société hippie, puis là, il y a un nouvel État, puis on pense à plein de nouvelles choses. Donc, c'est un peu l'idée du référendum de 1995. En 1995, souvent, les pancartes, c'est comme une fleur, puis c'est toujours très optimiste, positif, un peu hippie. Repris le mouvement national pour le oui. Absolument. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'on est très concentré sur la survie de la nation. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait dit Mathieu Bock-Côté, parce que dans l'histoire du Québec, il y a eu la survivance, comme on se souvient. Donc, suite à la rébellion des Patriotes qui a échoué, on est entré dans ce qu'on a appelé l'hiver de la survivance, qui a duré comme une centaine d'années. Donc, les Québécois n'étaient pas très audacieux politiquement, mais se sont dit, on va comme se replier sur nos bases, donc l'Église, nos traditions. Puis là, on va essayer de passer au travers de l'histoire en se repliant sur nos traditions, donc l'Église et tout ça. Et là, c'est comme s'ils pensent qu'il y a comme une conjonction entre la survie, la survivance, et le projet d'indépendance. Donc, le projet d'indépendance n'est pas seulement là pour de manière progressiste ou pour faire venir une nouvelle société, mais il est là aussi d'abord pour des raisons de survie. Et cet instinct de survie est dans l'ADN des Québécois. Donc, on peut vraiment se brancher à l'ADN des Québécois pour faire l'indépendance. Et donc, en ce sens, je pense, moi, je fais en plus du bord de Bock-Côté pour dire qu'on aurait toutes les raisons d'être pas nécessairement optimiste, mais on doit être combatif. C'est pas vrai qu'on va nécessairement perdre. On a encore une fenêtre d'opportunité, mais il nous reste 5 ans maximum, on va se le dire. Mais il faut être très articulé pour démontrer les atouts, les avantages et les nécessités. Je veux dire, honnêtement, quand on laisse à Ottawa, notre poids démographique descend en plus, alors quand il est temps de décider si oui ou non on devrait, par exemple, demander à des Netflix de ce monde de laisser la place à la culture locale, puis que la plupart des Canadiens on s'en fout, hein. Ben nous autres, on s'en fout pas. C'est la même chose pour la question climatique. C'est la même chose à plein d'égards. Puis la question du français en général, ben on est désolé, mais la vérité, c'est qu'on est en train de perdre du terrain, le contrôle de l'immigration. C'est la même chose. Bienvenue à tous ceux qui veulent venir au Québec. Mais il faut absolument que ça rentre dans la tête de tout le monde ici. Ça se passe en français. Oui, mais parce que nous, le Québec... On peut pas se fier sur Ottawa pour gérer ça. Non, c'est ça. Puis nous, le Québec, on a une personnalité. Tu sais, le Canada anglais, là, ça pas beaucoup de personnalité, je veux pas être méchant là. Ben, c'est surtout qu'on est très différent de le reste de toute l'Amérique du Nord. C'est oui, absolument. C'est ça, les Américains, il suffit de voyager un peu, on voit que les mentalités sont très différentes. Que ce soit un peu, on s'aventure en Virginie, un peu au sud, les gens ont des pick-up rouillés avec des drapeaux de la Confédération. Non mais non, les États-Unis, c'est Nantucket Island avec l'embourgeoisement des universités d'Harvard. Oui, c'est ça, c'est très différent, oui. C'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Bravo pour ton initiative d'hier. C'est important d'en parler puis d'arriver avec des solutions que ça marche. Salut. Merci beaucoup. Bye bye.